Ok, bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et à tous ceux qui sont passionnés du travail de la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à l'autre. Nous entrons en gare, nous démarrons ce deuxième podcast intitulé Parlons inclusion. Aujourd'hui, la thématique principale sera sur l'inclusion dans l'éducation, barrières et solutions. Nous vous prions d'écouter avec beaucoup d'indulgence, mais aussi avec beaucoup de cœur, parce que nos invités, triés sur le volet aujourd'hui, sont des personnes sensibles, qui vivent l'inclusion au quotidien, qui vivent les difficultés de ce dont nous parlons et qui parlent ici avec le cœur. Je vais saluer comme ça Marie-Flora, qui est là, présente aujourd'hui. Comment tu vas cet après-midi? Je vais très bien. Ben, merci de m'inviter pour cette deuxième édition. Et je remercie aussi nos invités qui sont présents et qui vont nous partager leur histoire personnelle. La maman de Mathieu et aussi Malika. Super génial. Merci. Alors, super. Alors, je suis très content, très heureux de lui parler. C'est quelqu'un de très réservé, quelqu'un de très rare, et j'ai l'immense honneur d'introduire ici Paul, la maman de Mathieu, l'âme derrière la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à l'autre. Paul, bon après-midi. Comment tu vas? Comment tu te sens aujourd'hui? Bonjour Gloire, bonjour Marie-Flora, la fondatrice de cette fondation Mathieu Coustou. Bonjour à la maman de Lydia, Malika. Je vais très très bien et un peu stressée, mais voilà, je vais vous parler de mon histoire, de l'histoire de Mathieu. Ça, c'est génial. Merci beaucoup. Merci énormément vraiment d'avoir accepté de jouer le jeu, de participer. C'est pas évident avec toute la confidentialité que ceci demande. Et là, nous allons saluer notre deuxième invité. C'est une dame qui est aussi réservée que possible et qui a accepté aujourd'hui de nous faire entendre sa voix. Elle n'est pas là physiquement, mais elle a tenu à participer, à partager son expérience et à partager son savoir. Je salue comme ça Malika. Malika, comment tu vas cet après-midi? Bonjour, oui, je vais bien, merci. Écoutez, je suis très honorée d'être parmi vous et ravie de pouvoir parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'inclusion. Voilà. Exceptionnel. Alors, nous allons mettre les pieds dans le plat, commencer vraiment par le début. Déjà, pour chacune d'entre vous, j'aimerais savoir, surtout pour Paul, pour toi, que veut dire inclusion? Que veut dire l'inclusion? Alors, l'inclusion pour moi, en fait, moi je veux parler de l'inclusion dans le milieu scolaire. L'inclusion, pour moi, c'est en fait permettre à tout enfant, y compris les enfants qui sont porteurs d'handicap, de pouvoir profiter en fait d'une éducation en milieu ordinaire et également aussi faire en sorte que l'enseignant adapte euh, cette méthodologie à toutes sortes d'enfants afin que chaque enfant puisse participer. D'accord, super, effectivement. On reconnaît bien là le sens de l'implication de tous les acteurs de la chaîne, les enfants, les enseignants, les structures, pour que tout le monde puisse participer à l'épanouissement des enfants. Malika, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à l'inclusion et la manière avec laquelle toi tu ressens ce mot lorsqu'on le prononce ou lorsqu'on emploie ce concept? Alors, alors moi, je rejoins Paul pour tout ce qu'elle a dit par rapport à l'inclusion scolaire. Moi, malheureusement, ma fille, elle est plus scolarisée, hein. Elle est en ce qu'on appelle en instruction en famille à la maison. Donc, pour moi, l'inclusion maintenant, c'est pouvoir mettre le maximum de choses en place pour ma fille pour qu'elle soit incluse dans la cité, qu'elle soit socialement autonome et pas dépendante de structure. Donc voilà, pour moi, l'inclusion, c'est l'inclusion dans la société. Oui, oui, Mm. oui, parce qu'effectivement, nous parlons d'inclusion déjà au sens général, ensuite l'inclusion dans l'éducation aujourd'hui. D'accord. Alors, Marie-Flora, la dernière fois, lors du premier podcast, on a défini un tout petit peu l'inclusion. Mais si on parlait actuellement euh, de, du niveau d'inclusion dans l'éducation, à ton avis, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une problématique?
ou est-ce que c'est juste un sujet que l'on adresse facilement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une véritable problématique de l'inclusion dans l'éducation? Mais moi, je pense qu'il y a un véritable problème dans l'éducation concernant l'inclusion. Comme l'a dit la maman de Mathieu, c'est permettre à chaque enfant qui a des particularités de pouvoir avoir une éducation tout à fait normale comme les autres enfants et d'avoir aussi les outils adaptés à eux par rapport à leurs besoins. Et c'est vrai que dans certains pays, bien dans certaines sociétés, ben, tous les enfants en situation de handicap n'ont pas cette chance-là. Mais alors, Paul, est-ce que tu penses que l'éducation en soi, de manière générale, l'éducation en soi, joue un rôle fondamental dans l'inclusion sociale? Nous venons d'entendre Malika nous parler de Lydia, qui n'est plus scolarisée. Alors, toi, à ton niveau, je pense que Mathieu est scolarisé aujourd'hui. Est-ce que tu penses que l'éducation joue un rôle fondamental dans l'inclusion sociale des enfants en situation de handicap? Oui, oui, je pense tout à fait que l'éducation doit jouer un rôle fondamental dans l'inclusion des enfants qui sont porteurs à besoins spécifiques. Oui. Je vais rappeler ici que Mathieu, en fait, c'est un petit enfant de 6 ans. Il a fait sa première entrée cette année, en septembre dernier, sa rentrée en CP. Wow. Et donc, effectivement, c'est là où, en fait, je découvre toutes les problématiques liées à l'accueil des enfants à besoins spécifiques. Donc, moi, je pense que les gouvernements devraient plus s'impliquer euh, dans l'inclusion de ces enfants-là. Alors, pour Malika, qui actuellement a son enfant à la maison, Oui. qu'est-ce que tu penses de l'éducation et de son rôle dans l'inclusion? Bah, en tout cas, l'école était primordiale pour l'inclusion pour l'évolution de ma fille et pour Oui. qu'elle puisse s'intégrer dans la société. Et ça a été un échec. Je me suis battue. J'ai fait que de me battre depuis qu'elle est en maternelle. Je me suis battue pour des heures d'école. Il faut savoir que ma fille a été diagnostiquée à ses 3 ans d'autisme. Donc, je me suis battue pour les augmentations d'heures d'école, sachant que c'est des enfants déjà qui ont des déficits. Et en plus, on leur diminue les temps scolaires. J'ai dû financer de mes propres moyens une intervenante spécialisée formée à l'autisme pour qu'elle puisse intégrer l'école pour aider ma fille, parce que les enseignants étaient complètement ils voulaient la mettre à l'écart. Voilà, nous, on ne comprend rien à l'autisme. Voilà. Et ce qu'on appelle les AESH, les AVS à l'époque, moi, de ma fille. Et en fait, c'est les accompagnants qui aident les maîtresses. Et en fait, ben, ils n'étaient pas du tout formés. Limite, voilà, on s'en occupait pas, en fait. Donc, ça a été une bataille continuelle avec l'école. Il faut savoir que l'éducation nationale, moi je suis en France, hein, donc c'est une bataille tous les jours. On ne peut pas accéder à l'éducation nationale comme ça. Donc moi, il faut savoir que Lydia, elle avait une prise en charge à l'extérieur avec des professionnels. Suivant l'enseignant qui était là, et ben en fait, celle-là, elle acceptait que les intervenants rentrent à l'école. D'autres ne voulaient pas. Donc en fait, c'était jamais, il n'y avait jamais une progression chez ma fille. Quand les Oui. intervenants pouvaient avoir accès à l'école, et ben vous voyez ma fille qui commençait à avoir, qui rentrait dans les apprentissages, qui commençait à avoir une posture d'élève, etc., etc. Mais sinon, les maîtresses, ils ne sont pas formées. Les AVS, les accompagnants ne sont pas formés en handicap. Donc en fait, Waouh. je sais pas où on met nos enfants, en fait. Voilà. Waouh, Donc, waouh, c'est super. Alors là, effectivement, c'est dur. ouais, Moi, pour ma fille, hein, attention, je parle du profil de ma fille, je ne sais pas, mais c'est beaucoup de parents, Oui, oui, tout à beaucoup fait. de mamans, c'est assez difficile, surtout quand c'est un handicap qui est problématique sur les problèmes cognitifs, en fait. oui, oui. Tout Euh, à fait. voilà. Donc, comme l'autisme, comme la trisomie, où il y a voilà, ils n'ont pas le même niveau scolaire que les autres enfants, mais ils progressent, ils progressent. Il faut savoir une chose, faut jamais laisser tomber et dire on s'en occupe pas. Ils progressent tous ces enfants-là. Faut croire que depuis que je prends en charge ma fille, vous voyez les bons qu'elle a fait. Oui. Les bons qu'elle a fait.
J'ai fait confiance à l'éducation nationale jusqu'à ses 12 ans et jusqu'à ses 11 ans, puisque en fait, elle ne peut pas accéder au collège parce qu'elle manque d'autonomie. En fait, le travail, tout ce qu'on avait demandé qu'il soit fait n'a pas été fait. Et Mm. là, et là, je la récupère à la maison. Ma fille, elle a fait un bond non pas possible dans les apprentissages et dans son comportement. Vraiment, vraiment, ma fille sait lire, ma fille sait écrire, ma fille, voilà, Ouais, ma fille sait faire des mathématiques, voilà. Elle commence à d'accord. parler un peu mieux, mais bon, elle a encore des problématiques. Mais bon, je suis obligée en tant que maman de faire le travail de la société et c'est moi l'institutrice de ma fille, alors que non, je suis sa maman avant tout. Et Oui, depuis oui, qu'elle est diagnostiquée à ses 3 ans, je suis éducatrice de ma fille. J'ai jamais eu ce véritable rôle de maman. oui. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Voilà. Ok, Donc c'est pas simple pour moi. d'accord. C'est long, hein. Bon, Ah non, non, voilà, ça je suis c'est désolée. évidemment, évidemment, Ouais, on s'en doute bien. Alors, ouais. Paul, parlons spécifiquement de ces rôles. Les AVS, auxiliaires de vie scolaire, ou bien aujourd'hui les Ah oui, AESH, voilà. accompagnant des élèves en situation de handicap. Est-ce que tu Mhm. penses que, est-ce que toi, ce genre de personne a joué un rôle dans l'accueil de Mathieu à l'école? Est-ce que tu as retrouvé ce genre de profil là-bas? Alors, oui, effectivement, je me retrouve tout à fait dans ce que Malika vient de relater. Là, je suis en plein dedans parce que depuis septembre, justement, je suis confrontée à ces difficultés. Je veux ici rappeler que Mathieu, en fait, a intégré une école en inclusion. Et en fait, dans cette école, il y a des dispositifs et ces dispositifs-là, en fait, c'est pour les enfants qui sont, voilà, qui sont porteurs d'handicap. Et cette école-là, en fait, c'est des classes Ulysse. Et dans ces classes Ulysse, euh, c'est des enfants qui ont des problématiques différentes. Donc, ils sont en effectif, ils sont 10 par classe. Et l'enseignante, en fait, l'enseignante de ces dispositifs-là est censée être formée à l'handicap. Oui, Et cette enseignante-là, elle est aidée par une AVS, sauf que en fait, étant 10, l'AVS ne peut pas être présent pour les 10 enfants parce que chaque enfant a ses besoins spécifiques. Et notamment pour Mathieu, étant le plus jeune dans la classe, demandant un peu plus de présence parce que Mathieu, c'est un enfant qui est non-verbal. Et puis, il a des problèmes moteurs et attentionnels. Donc, en fait, j'ai été confrontée à cette difficulté-là parce que l'AVS ne peut pas passer son temps qu'avec oui, avec Mathieu. oui. Donc, ce qui fait que Mathieu, euh, voilà, ne profitait pas pleinement de ce dispositif-là. Et Wow. j'ai dû faire des recours pour pouvoir avoir en fait une AVS individuelle afin que Mathieu puisse se sentir bien et voilà. Oui, ça c'est extrêmement important de le mentionner parce que je crois qu'on n'entend pas dans notre société véritablement ce son de cloche. Je veux dire que la plupart des gens mènent leur vie, sont confrontés à des difficultés, mais ne se rendent pas compte que tout ceci fait partie de ce à quoi nous devons nous attaquer tous. C'est pas l'affaire d'une personne. C'est pas. On devrait tous s'y mettre et faciliter le fait que tout le monde puisse être inclus. Et vraiment, le sens de l'inclusion est d'autant plus important que chacun devait comprendre quel rôle il a à jouer. Lorsque nous parlons donc de l'arrivée à l'école et de ces AVS qui ne sont pas en nombre suffisant, généralement, et des instituteurs ou des formateurs ou des enseignants qui ne sont pas formés à ça, alors qu'est-ce qui pose réellement problème? Moi, je pense que ce qui pose problème, c'est qu'en fait, l'État n'a pas mis suffisamment de moyens pour aider ces enseignants-là. Parce que dans une classe, on va dire, de dix enfants à besoins spécifiques, Ouais. si l'enseignant n'est pas formé euh, au minimum à l'handicap, elle ne peut pas correctement suivre l'enfant ou faire évoluer l'enfant. Oui. Ou bien, si dans une classe de 10 il n'y a qu'une seule AVS,
c'est difficile de pouvoir justement suivre chaque enfant. Oui, Parce que moi, je parle encore une fois de plus pour Mathieu. Mathieu, voilà, il a des problèmes moteurs, hein. Mathieu doit être accompagné de façon individuelle. Et une oui, fois de plus, l'État n'a pas mis le matériel ni les moyens humains pour qu'il puisse être bien et avancer. Parce que ces d'accord. enfants-là, malgré qu'ils aient cet handicap, c'est des enfants qui sont brillants, voilà, Oui, ils vont à leur rythme, bah certes, oui, mais c'est bah des oui. enfants qui ont des capacités. Et ces capacités-là doivent être justement portées, on doit les aider justement à avancer. Et voilà, comme tout enfant. Oui, Effectivement, ça manque de moyens, d'accord. je pense pour ma part. Oui, Manque de moyens et manque de formation. Bon, ça ok. englobe les moyens. D'accord. Là, on évoque déjà vraiment on entre vraiment dans les problématiques. Marie-Flora, quand tu as lancé, quand tu as décidé, parce que vous avez décidé de porter ce problème au plus haut niveau et de commencer des actions spécifiques et concrètes en mettant sur pied la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à l'autre, c'était quoi? Est-ce que c'était vraiment uniquement ces problématiques que vous essayiez de résoudre? Ou bien est-ce que tu as pensé qu'il fallait faire quelque chose de concret pour montrer peut-être un exemple? Je pense que l'idée principale était de venir en aide aux familles qui se sentent parfois isolées et seules. Euh, on n'avait pas cette problématique-là de savoir que ben, il n'y avait pas assez de moyens concernant l'éducation des enfants à besoins spécifiques et tout. Donc, c'est quand on suit l'évolution de Mathieu qu'on se rend compte que ben, il n'y a pas assez de budget alloué pour pouvoir accompagner ces enfants-là pour qu'ils puissent être des personnes autonomes plus tard. Donc, je pense que Oui, la ok. Fondation essaie de faire du mieux qu'elle peut, donc Tout à en fait. essayant de sensibiliser la population de divers horizons et aussi de dire aux familles qui vivent cette situation, qui ne sont pas seules, que qu'on soit en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, ben, je pense qu'on vit tous la même situation. Alors, Malika, pour toi tu as parlé de Lydia qui a 12 ans aujourd'hui, Oui. alors, ton parcours au sein de l'éducation nationale qui s'est soldé plus ou moins par un échec, est-ce que ce n'est que du manque d'infrastructures adaptées et du manque de personnel? Est-ce qu'au niveau individuel, tu as rencontré des personnes sensibilisées même dans le système éducatif, mais qui n'avaient pas juste de moyens? Ou est-ce que tu penses que la sensibilisation aussi faisait partie des problématiques? Non, j'ai rencontré une année une enseignante qui était extrêmement sensibilisée, qui a mis carrément ma fille pratiquement en inclusion, parce que vous savez, quand vous mettez... Ma fille était en Ulysse aussi, hein, mais une Ulysse autisme, donc c'est encore voilà, vraiment plus Plus particulier. spécifique, oui. Et en fait, ma fille, pour aller en inclusion dans sa classe de référence, par exemple, CP, elle va aller de temps en temps dans sa classe, et ben, jusqu'à présent, elle a fait toute sa scolarité en étant en inclusion qu'en sport, que en sport, vous vous rendez compte? Alors que ma fille elle avait du potentiel dans certaines autres matières. Et cette enseignante-là, elle accompagnait ma fille, même si ma fille devait rester pas très longtemps dans sa classe de référence. Donc, j'ai rencontré cette personne qui avait mis en place un tuto avec des personnes, des enfants de la classe de référence qui s'occupaient de Lydia à la récréation, à la cantine. Enfin, c'était vraiment chouette, vraiment, vraiment, comme quoi il y a plein de choses à faire. Mais il faut vraiment que les gens qui s'occupent de nos enfants soient déjà investis, sensibilisés, effectivement, qu'ils aient des moyens humains et des moyens financiers parce qu'il y a des choses à mettre en place. Et la capacité à l'école de faire rentrer, d'avoir un partenariat, des échanges avec les professionnels extérieurs à l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale en France, c'est très fermé. C'est très fermé. Donc ça aussi, ça a fait que ma fille, elle a eu ses difficultés. Mais je suis tombée aussi sur des gens très sensibilisés, mais qui étaient démunis. Il faut dire que ici, les ULIS, ce sont des unités localisées pour l'inclusion scolaire. Est-ce que ces structures, là je m'adresse à Oui. Paul,
est-ce que ces structures seraient la solution si on y apportait un peu plus de moyens? Oui, oui, je pense que effectivement, ces structures seraient effectivement une solution si on apportait des moyens, évidemment. Le gouvernement essaye vraiment de faire des choses. Il faudrait aussi, je pense aussi, essayer de vraiment sensibiliser aussi les professionnels, notamment les enseignants. Parce que un enseignant qui est en classe Ulysse doit être vraiment sensibilisé à l'handicap, avoir un peu un comportement d'empathie et savoir que ces enfants-là, elles ont des besoins spécifiques, il faut les accompagner. Les classes Ulysse, oui, c'est une solution parce qu'il faut pas non plus, il On faut se pas voile non la plus face. se voiler. Et voilà, il faut pas se voiler la face parce que bon, nos enfants, hein, ils ont un handicap, hein. C'est pas Mm. des enfants demain Ouais, qui ouais. vont devenir des Ah oui. médecins ou j'en sais rien. Mais voilà, on connaît les problématiques de nos enfants. Maintenant, malgré ces problématiques, c'est des enfants qui ont des capacités, c'est des Oui, enfants qui peuvent faire des choses. Donc, effectivement, mettre en place ces structures-là, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, il faudrait que, voilà, que ça soit bien encadré et qu'il y ait vraiment des moyens, une fois de plus, des moyens matériels et humains. oui. Voilà. Ça me rappelle quelque chose. J'aimerais bien avoir votre point de vue à toutes les deux sur la transition. Je veux dire, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile? Parce que Paul vient de dire quelque chose de super, super intéressant. Et pour moi, qui nécessite des années de développement dans la vie qu'on a avec les enfants à besoins spécifiques. Tu viens de dire, ce sont nos enfants, ils ont un handicap, on le sait. Alors, est-ce que ça a été facile de se dire ça? Parce que nous avons rencontré des professionnels qui nous disent parfois, quand les parents arrivent les premières fois auprès de nous avec des enfants, ils ont pour certains l'impression, soit ils sont totalement dépassés, soit pour certains, ils ont l'impression que en venant auprès du professionnel, il y aura un traitement magique qui fera que, oh, peut-être en 6 mois, un an, l'enfant retrouvera, je ne sais pas, pourra se confondre à tous les autres. Et comment ça s'est fait pour que vous acceptiez déjà ça, de se dire, mon enfant, il a un handicap, il aura toujours ce handicap, mais je sais qu'à côté, il y a du potentiel à développer. Comment ça s'est passé, cette compréhension-là? Alors pour ma part, je me permets, Oui, pour ma bien sûr, part, Monica. en fait, alors moi je suis dans le domaine médical, je suis infirmière, donc ma fille a été diagnostiquée à 11 mois, je m'en doutais, mais je l'acceptais pas. Je me suis dit c'est peut-être une autre maladie ou n'importe quoi, mais je l'acceptais pas. Je me suis effondrée quand j'ai eu le diagnostic, mais alors effondrée, effondrée, effondrée. Donc après, pleurer, pleurer, ça porte quoi? Qui va aider ma fille? C'est la question que je me suis posée. Donc j'ai regardé. Pour ça, j'aime Internet. Donc, pendant 24 heures, j'ai tout regardé par rapport à l'autisme, ce qui était capable de. Parce qu'il y a beaucoup de choses et voilà, il y a un spectre de l'autisme, donc il y a plusieurs profils. Donc, voilà, j'ai tout regardé et puis après, j'ai mis en place les méthodes. Enfin, je me suis donné les moyens de mettre en place la meilleure méthode qui pouvait faire progresser ma fille. Il faut savoir que mon mari, mon conjoint, lui, il était dans le déni jusqu'à que ma fille parle un petit peu. Il n'a Wow. jamais prononcé le mot d'autisme. C'était plus compliqué pour lui. Mais pour moi, effectivement, et puis après, il faut savoir que l'autisme, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, on se fait tous des films. On va se dire, demain, elle va se réveiller, elle va nous parler, elle va nous dire. Enfin, c'est plus compliqué que qu'une autre pathologie liée par. Voilà. Mais dans le cadre de l'autisme, c'est plus Mm. compliqué. On peut se dire, voilà, demain, elle va peut-être devenir normale, mais non, mais non, c'est voilà, elle sera toujours autiste, elle va mourir autiste, elle sera toujours autiste, mais bon, par contre, elle peut avoir, on peut travailler sur le fait qu'elle puisse avoir une posture en société qui fait qu'elle peut s'intégrer dans une société tout en ayant son profil d'autiste en fait. Donc, mais bon, ils peuvent s'adapter.
Donc, mais tout ça, c'est un travail au long cours et c'est un travail qu'on fait avec différents professionnels, effectivement, qui nous entourent et qui sont, voilà. Une autre problématique qu'on a en tant que famille, c'est que financièrement, c'est pas donné Mm. tous ces professionnels Ah oui. et que l'État, ben, ce qu'on appelle la MDPH, hein, ici en France, c'est une Mm. structure où on doit faire des dossiers, des papiers. Non seulement on a le handicap de nos enfants, mais on a tout ça à faire pour pouvoir de demander des financements pour toutes les mises en, tout, tout ce qu'on met en place en fait, pour pouvoir avoir des financements. Et en général, on n'a jamais le quart de tout ce qu'on doit payer. Et a fortiori, en tant que parent, moi personnellement, j'ai été obligée d'arrêter de travailler alors que j'aime ce que je fais. Donc, ça n'a pas été simple non plus. Ça a été le deuil, un deuil du côté de mon travail et un deuil de l'autre côté de l'enfant neurotypique. Voilà. Oui, Donc, c'est oui. pas simple OK. au quotidien. Voilà. Oui, Paul, est-ce que ça a été le même chemin pour toi? Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que pour tout parent qui accueille un enfant porteur de handicap, je pense qu'on est tous dans la même situation. Euh, Mathieu, en fait, Mathieu, il a été, on va dire diagnostiqué, mais en fait, on a découvert la trisomie de Mathieu à la naissance. Effectivement, ça a été un choc. Et je rappelle que Mathieu, en fait, il a une sœur jumelle. Oui. Et il a une sœur jumelle, Anne, qui, elle, en fait, par la grâce de Dieu, n'a pas eu ce syndrome. Mm. Et donc, parlant de la trisomie, malheureusement, euh, on a du mal à accepter. Oui, C'est, oui. C'est pas c'est, évident, hein. C'est vraiment pas évident. Et ça, c'est pour ceux qu'on rencontre aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, ce podcast a aussi pour vocation d'aider les familles qui vivent ce genre de situation et qui recherchent, comme Malika l'a si bien dit, qui vont sur Internet pour chercher, essayer de comprendre, essayer d'entendre la voix de ceux qui sont déjà passés par là. Parce que ça, c'est le plus complexe. Tu te retrouves dans une situation et il n'y a pas forcément autour de toi des gens qui ont déjà vécu ça. Et tu as besoin d'entendre ce son de cloche qui te dit ce que tu vis est normal, ce que tu rencontres, ce que tu ressens, c'est ce que tu dois ressentir, mais il y a un après et il faut s'y préparer. Il faut vraiment s'y préparer. Euh, j'aimerais avant qu'on aborde le sujet des solutions concrètes et des aspirations que vous pouvez avoir pour l'avenir, qu'on aborde un peu des situations les plus complexes que vous ayez eu à gérer. Marie-Flora, toi déjà, quelle est la situation la plus complexe que tu aies vécue face à l'inclusion? c'est à travers Mathieu. Ça travaille Mathieu parce qu'avant, on n'était pas confronté à l'handicap. C'était, c'était un milieu qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, c'est avec Mathieu En fait, on vit au quotidien parce que chaque qu'on a, difficulté que je rencontre, je partage ça avec Marie-Flora. Donc, Ah en oui. fait, on découvre au fur et à mesure, en fait, les difficultés face à l'inclusion, en fait, par rapport à l'inclusion. On est vraiment en plein dedans. Mm. Ouais. Donc, ben, c'est à travers Mathieu que je vois les difficultés, les obstacles que ma sœur Paul rencontre par rapport à son éducation, mais par rapport à sa santé. La prise Et en charge. voilà, La prise donc en charge. ben, j'essaie de lui apporter ben, mon soutien, ben, de la réconforter et lui dire qu'elle n'est pas seule. Mm. Et que aussi, peut-être en aidant d'autres familles, ça lui donne aussi le courage Oui, de oui, oui. continuer à se battre pour Mathieu. On se bat. Oui. Tout Ouais, ouais, à fait. il faut qu'elle se Bâti. batte pour lui. On doit se battre pour lui et pour tous les enfants qui sont porteurs d'handicap. Oui. Donc, D'accord, c'est un peu ça, bon, notre mission. d'accord. Et Paul, au niveau dans le quotidien, disons cette année par exemple, est-ce qu'il y a une situation que tu as vécue qui t'a rendu triste, vraiment? C'est-à-dire que Comment? face à l'inclusion, oui. Ah oui. Oui, oui. Bah, notamment bah, à l'école, hein, bah, c'est quasiment tous les jours qu'on me relate les choses.
comme quoi Mathieu a des difficultés à se mettre au travail. Mathieu développe des comportements vis-à-vis de ses petits camarades. Donc voilà, donc c'est toutes ces choses-là que tous les jours, quand on va le chercher, il y a toujours quelque chose qui va pas. Et ça, c'est très, très difficile de l'entendre au quotidien. Ah, ça, c'est important. Et peut-être lorsqu'on va parler de la formation, c'est important que ces professionnels de l'éducation ou de la prise en charge sachent comment communiquer. Parce que Oui, oui. c'est entendre des choses pareilles au jour le jour, au contraire, d'entendre les petites évolutions qui se passent, c'est invivable, quoi. Ah, OK. Oui, oui, c'est ça. En fait, moi, aujourd'hui, j'ai comme l'impression, en fait, que au niveau scolaire, c'est moi qui devrais trouver, en fait, des Des solutions solutions. d'accueil. Voilà. Voilà, de proposer des choses afin que Mathieu puisse être bien accueilli à l'école. Parce que la maîtresse, elle se sent complètement démunie. Elle ne sait pas quoi faire. Donc, j'ai proposé des choses et ces choses-là sont en cours, en fait. Donc, Ah, c'est ça. En fait, on se dit qu'en fait, c'est nous, parents, qui devons apporter des solutions. oui, oui. Alors que normalement, ces enseignants-là sont censés être formés et que voilà, les pouvoirs publics sont censés avoir mis des moyens en place pour pouvoir Mhm. justement accueillir Ces enfants-là. Mhm. ces enfants. Oui. Ah, ça c'est important. Malika, je crois que ceci. Alors, lorsque tu mets ta fille en éducation à la maison, est-ce que tu arrives à ce bout de chemin de te dire que bah, ce n'est que toi qui peux trouver des solutions adéquates pour la faire évoluer? Oui, oui, là actuellement, depuis qu'elle est en instruction en famille, j'en veux à la société en fait. Oui, oui, J'en oui. veux à la société parce que je veux être la maman de ma fille. Et je me retrouve institutrice, éducatrice Mm. de ma fille. Je vais être un petit peu... toute ma vie, j'ai travaillé. Toute ma vie, j'ai payé des impôts. Et Ah pour oui, les impôts en France, pourquoi? Pour avoir une éducation gratuite pour tout le monde. oui, Et ma fille, là, carrément, on me l'a mis dehors, quoi. Voilà, impossible. Et puis, comme on disait, hein, le manque d'AVS. Ma fille, elle aurait pu aller au collège avec une AVS individuelle, avec oui. quelqu'un pour l'autonomie dans le collège et tout. Ça posait pas de souci. Mais non, il n'y en a pas. Ils ne veulent pas en mettre, etc., etc. Donc après, pareil, hein, moi, j'ai vécu tout ce qu'a vécu la maman de Mathieu sur à chaque fois que ma fille rentrait de l'école en taxi, j'appréhendais les réflexions. Ah Toujours oui. Mm. plus tôt, ou bien les mails de la maîtresse. Lydia crie aujourd'hui, Lydia fait ci, Lydia. En fait, j'étais jamais sereine. J'étais jamais Mm. sereine. Voilà. Donc, On en parle et ça déteint beaucoup sur la vitesse, le niveau d'intégration de ces enfants dans la société. Et là, maintenant, le parent doit se rendre compte qu'il faut qu'il devienne l'instituteur, qu'il faut qu'il devienne l'accompagnateur. tout à fait. C'est à lui de trouver des solutions. Bon, Des solutions. C'est une d'accord. bataille au quotidien. C'est une bataille avec l'administration, avec la recherche aussi Oui, de personnel, même à domicile, formé, on trouve pas. Mm. Ou alors financièrement, c'est hors de prix. Quand vous prenez un éducateur à 50-55 € de l'heure et que la MDPH, elle ne vous le prend pas en charge parce qu'il est auto-entrepreneur, parce qu'il n'est pas en césure. Enfin, vous voyez, l'administratif, ça nous... Enfin, oui, oui. je me suis retrouvée déjà à aller au tribunal pour défendre le dossier de ma fille. Vous vous rendez compte? Est-ce que j'ai que ça à faire? Pendant 2 heures devant une table blindée de monde, un micro, j'étais en train de raconter la vie de Lydia pour demander des financements adéquats par rapport à la prise en charge de ma fille parce que je m'en sortais plus. Waouh, Parce que je m'en sortais plus. Et sachant que j'ai arrêté de travailler, c'est pas de mon plein gré, quoi. ça C'est c'est pas de vrai. mon plein gré. Voilà. C'est pas mon cas, mais ça impacte 99, enfin 90% des familles avec un enfant et un handicap, c'est la vie de couple, quoi. Et les séparations de couple. Il faut s'inscrire, c'est Ah souvent à oui, la charge des mamans dans beaucoup de cas. Voilà, parce oui. que
C'est très complexe, quoi. C'est C'est très très complexe. complexe. Effectivement, ça impacte la vie de couple et ça impacte aussi la vie professionnelle. Tout à Pour fait. moi, parlant des moyens, moi, actuellement, je me retrouve à aller chercher Mathieu tous les midis parce que Mathieu ne peut pas déjeuner à la cantine. Donc, je suis obligée d'aller le chercher, le faire déjeuner à la maison, le ramener. Donc, c'est très compliqué de pouvoir s'en sortir de cette manière-là. Et donc, c'est pour ça que, bah, comme disait Malika, là, actuellement, je suis en train de batailler avec la MDPH afin qu'ils puissent attribuer Mathieu, en fait, un accompagnement individuel. Oui, Et ça, c'est un combat de tous ouais. les jours. Oui, il faut rappeler à nos auditeurs, à ceux qui nous suivent, que la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Tout Et à ils sont fait. censés adresser effectivement ces cas de manière spécifique et permettre aux enfants en besoin spécifique de se déployer de manière normale et sans que ça ne pèse extrêmement sur les parents. Mais Les Marie-Flora, dis-moi, familles. toi qui es au Canada, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se mettent en place? Parce que là, je crois que on parle de la France. Est-ce qu'au Canada, tu as voilà, des choses qui se mettent un peu plus facilement en place au niveau de l'État et du gouvernement? Ben, pour le Canada, je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations là-dessus, mais je pense qu'il y a des structures adaptées qui se mettent en place. Donc, D'accord. ce que je peux dire.